Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bébé et Confidence. Je suis Manon, je suis la créatrice de ce podcast, je suis aussi coach en sommeil et doula et aujourd'hui on va dessiner ensemble le portrait de Laure. Laure, c'est la personne derrière nos posts d'experts en naturopathie sur le compte de Bébé et Confidence et je vous invite à aller nous suivre si c'est pas déjà fait. C'est aussi une personnalité très entière, très drôle et très décidée. Vous allez voir qu'ensemble, on va parler de charge mentale, souvent de la charge mentale mal répartie au sein du couple. On va parler aussi du fait de demander de l'aide quand on en a besoin. Et surtout, on va parler du fait de ne pas se laisser enfermer dans un rôle qui ne nous convient pas. Bref, vous allez voir, Laure nous rappelle à tous qu'on peut et qu'on doit réfléchir à une société plus juste, plus égalitaire, et où la charge domestique est bien partagée et pas juste divisée arbitrairement. Sans vous en dire davantage, je vous laisse avec l'épisode. Salut Laure! Salut, Manon, ça va? Ben ça va très bien, je te remercie. Et toi? Écoute, ça va pas mal aujourd'hui. On a plein de neige dehors, c'est top. Il me semble que tu reviens de vacances. Oui, je reviens de 2 semaines de vacances au Costa Rica, où je me suis fait le luxe de partir solo, de laisser mes 2 enfants avec leur papa profiter de leur vie de mec à la maison. Trop bien, trop cool. Voilà, boum, ça fait 30 secondes qu'on enregistre et premier exemple, prenez soin de vous, prenez des vacances seules si ça vous fait du bien. Exact. Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Avec plaisir. Le truc, c'est que, voilà, pour être tout à fait honnête, on se connaît un petit peu, puisqu'en fait, pour vous dire, Laure, c'est l'experte naturopathie qui intervient sur le compte de Bébé et Confidence et qui nous donne plein de tips, voilà, tous les mois. Donc on se connaît déjà un petit peu, mais on ne connaît pas trop l'histoire de chacune. Donc c'est une découverte pour moi autant qu'une découverte pour vous. Et donc je suis très enthousiaste à cette idée. En début d'épisode, bon, tu le sais parce que je sais que tu as déjà écouté les premiers épisodes, y a une petite question gimmick qui est: si tu devais ou pouvais résumer ta parentalité en 3 mots, comment est-ce que tu ferais? Je pense que le premier, ça serait le mot joie. Parce que j'adore rigoler avec mes enfants. Souvent le week-end, le matin, on met de la musique, on danse. J'adore les moments de jeu avec eux où on éclate de rire en fait. Je trouve que c'est top. On a même des fois des moments plutôt rigolades, je pense à l'endormissement ou le soir, plutôt que des moments calmes. Donc on aime bien ces partages rigolos. Donc oui, je dirais vraiment, un premier mot, ça serait la joie. Mhm. Puis ensuite, j'aurais 2 mots opposés. Permissive et cadrante. En fait, je crois que j'ai vraiment ces 2 aspects où j'adore laisser mes enfants expérimenter la vie pour qu'ils gagnent en autonomie, pour qu'ils puissent un peu trouver leurs propres limites, mais toujours dans un cadre. Donc, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent à l'intérieur du cadre, mais dès qu'on dépasse le cadre, là, pour moi, c'est un no-go, c'est stop, et là, je peux devenir très autoritaire et voilà. Et je crois qu'ils comprennent assez vite que quand on n'essaye pas de dépasser le cadre, en fait. Donc je pense qu'il y a le cadre qui est assez large, mais qui permet d'expérimenter à l'intérieur, mais voilà, il y a quand même ce cadre. Donc c'est vraiment ces 2 mots un peu opposés que je mettrais. Et puis le dernier, ça serait de dire, je pense que je suis très tactile, donc ça serait, j'ai toujours besoin de toucher mes enfants, de leur faire des bisous, de leur faire des câlins, et j'en profite vraiment au quotidien dans le sens où je sais qu'ils vont grandir. Je vois déjà le grand qui a 4 ans et demi, il est déjà un petit peu moins que ce qu'il pouvait être à l'époque, et je me dis, bah ça va juste continuer comme ça, et un jour il voudra même plus que je lui fasse des bisous. Donc je profite. Voilà, j'adore ces moments massage qu'on a et des choses comme ça, voilà. Ah, trop bien. C'est cool, c'est un descriptif hyper exhaustif, je trouve, en 3 mots, parce que c'est pas facile. Trop bien. Écoute, c'est prometteur pour la suite, moi j'ai envie d'en savoir plus. Ok, est-ce que tu peux, avant qu'on rentre, finalement, qu'on déroule l'histoire et qu'on rentre dans la genèse de ce que ça a été pour toi de devenir maman, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à quoi ressemble ta famille, ton quotidien, ce que tu fais, dont la vie on a un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous raconter, voilà. Parfait, oui, avec plaisir.
Du coup, moi, donc j'ai 2 enfants, Matt qui a 4 ans et demi et Morgane qui en a 2. C'est 2 garçons. Hem, je suis mariée, je suis en couple depuis, 20 ans. Waouh! Ouais, on s'est rencontrés à 17 ans. Après, on a vécu beaucoup de choses. On a vécu séparément. Je suis partie vivre à l'étranger alors que lui restait, mais on est quand même toujours restés ensemble. Et il y a, bah, du coup, il y a 5 ans de ça, on a fait l'aventure de la parentalité ensemble. Donc voilà, c'était peut-être notre plus grande aventure à deux au final. Mais, euh, mais voilà, puis donc je suis naturopathe depuis 2 ans, 2, 3 ans. Avant, j'ai travaillé dans la finance, rien à voir. Donc, j'étais en multinationale dans la pharma. C'est avec eux que justement j'ai pu beaucoup voyager, travailler à l'étranger, bah, travailler au niveau international. Et un jour, j'en ai eu marre. C'était plus vraiment en adéquation avec mes valeurs, avec ce que j'avais envie de. Enfin, le fait que j'avais envie de redonner à mon prochain. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter, de stopper tout ça. Et puis j'ai mis quand même quelques années à chercher qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Et un jour, sur les pistes de ski, au soleil, tout s'est aligné. Et c'était clair que je voulais aller vers la naturopathie. C'était pour moi vraiment un bel outil et qui peut vraiment servir au quotidien pour les personnes, autant en préventif, pour les aider vraiment à augmenter leur vitalité, à augmenter leur capacité, enfin leur santé, autant que quand on est dans la maladie, on a des solutions naturelles pour s'en sortir. Et je trouve que c'est un excellent complément aussi. Ben, du coup, je travaille très bien de main en main avec les médecins parce que justement, dans la maladie, on peut faire ces deux choses. On peut être, quand il faut vraiment aller dans l'allopathie, mais aussi garder cet aspect naturel et d'aller chercher la cause de la cause et du coup de pouvoir soigner sur le long terme en fait. Et j'aime bien cet aspect long terme et de chouchouter la santé. Trop cool. Ok, et ton chéri fait quoi? Policier, rien à voir. Ok, rien à voir. Ok, ça marche. Alors, on est parti pour l'histoire, quoi. Vraiment la genèse de tout ça. D'aussi loin que tu t'en souviennes, est-ce que tu as toujours voulu être parent? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu tard? Alors, quel est ton premier souvenir d'envisager la parentalité? Non, alors jeune, je croyais même que j'étais stérile en fait. Quand j'étais toute jeune, j'imaginais tellement pas être parent que je m'étais dit non, non, mais c'est pas pour moi. De toute façon, je suis sûre que je peux pas. C'était quelque chose, une idée qui m'a vraiment accompagnée des années, des années, des années. Et puis, je dirais vers entre 27 et 30 ans, c'est un sujet qui revenait parce qu'on a nos premières copines qui tombent enceintes. On commence à voir que gentiment, on vient à l'âge où ça devient un sujet. Et je me disais, mais je sais vraiment pas si j'ai envie un jour d'être maman. Enfin, je voyais la responsabilité que ça incombe. Je savais que si j'allais le faire, je voudrais le faire bien, donc ça allait me prendre énormément de temps et tout ça. Puis j'avais toujours ma carrière à fond. Donc je savais que ça allait être des sacrifices, je savais pas à quel point j'étais prête à ça. Donc j'ai laissé un peu cette question, voilà. De toute façon, c'était pas d'actualité. Je sais pas vraiment si un jour j'en aurais envie, mais je la reprendrai le jour où ça sera d'actualité. Et, euh, et vers ouais, peut-être mes 32 ans, quand je suis revenue d'Asie et puis qu'on a décidé de se marier finalement, euh, il y a vraiment eu ce moment de dire, bon ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? Et lui, il était Micha Micha aussi, mais un peu plus pour. Et du coup, j'étais là, bon, ok, faut vraiment, maintenant, c'est le moment où il faut qu'on décide, en fait, pour donner un peu l'accent. Et vraiment, ça a été une prise de tête horrible pour moi, cette décision, parce que j'arrivais pas à me décider. J'arrivais pas à savoir s'il fallait le faire ou pas, si j'allais le regretter ou pas. Enfin, et vraiment, ça a été mais vraiment une grosse prise de tête. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, je crois que j'arriverai jamais à décider. Parce que c'est tellement important, et puis tu peux pas savoir en fait ce que ça va être, donc c'est impossible de se projeter. Et donc j'ai décidé de lâcher prise sur la question et de dire, bon bah, advienne que pourra. Enfin, vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça l'univers, voilà, enfin bref. Qui décide pour moi? Moi je suis pas capable de décider. On laisse aller et on verra bien. Donc voilà, c'est un peu comme ça, mais
que finalement, ben, c'est venu tout de suite. Et donc, j'ai vite compris que voilà, j'étais censée le faire. La réponse à ta question était claire, quoi. Elle était Ça ne s'est claire, pas elle fait était attendre. rapide, elle était limpide. Ouais. Ok. Et du coup, donc finalement, ça c'est jamais devenu un projet. C'est que tu t'en es remis à ta spiritualité, une instance autre, en te disant, bon, en fait, je prends pas la décision, on verra. Et vous avez vite vu, du coup. Et comment tu accueilles la nouvelle? Comment ça se passe? Est-ce que tu as une suspicion? Est-ce que tu as une certitude? Voilà, quelle est la circonstance de ta découverte de la première grossesse? Alors, c'est fou, mais je l'ai senti. Euh, Hmm. Parce que, enfin, j'ai senti dans mon ventre une chaleur. Enfin, d'habitude, je sens assez facilement mes ovulations, mais là, j'ai senti une ovulation genre fois 1000. Et qui n'a pas duré que 1 ou 2 jours. Elle a commencé à s'installer et ça chauffait comme ça pendant plusieurs jours d'affilée. Et du coup, je suis rentrée à la maison et je me suis dit, mais est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas? Il va me prendre pour une folle, genre la mise qui sent, enfin, genre. Et je me suis dit, bon, je dis pas. Mais 2 jours après, j'étais obligée de lui dire. J'étais là, non, mais je crois que je suis enceinte, je crois que je suis enceinte. Ce qui fait que bah, j'avais pas bien lu au niveau des tests de grossesse quand t'es censé les faire. Du coup, j'en ai fait plein en pensant que, bah oui, je suis tellement sûre que j'essayais. Puis en fait, à chaque fois, c'était négatif, mais parce que j'étais trop tôt, en Hmm. fait. Parce que j'avais Hmm. pas, voilà, bref. Et voilà. Et du coup, après, finalement, un jour, le test positif tombe. Et là, moi, j'étais en état de choc complet. Du coup, je vais vers mon mari, je lui montre. Lui, il était heureux. Bon, en état de choc aussi, mais heureux. Et moi, j'étais neutre. J'étais là, mais waouh, qu'est-ce qui va s'en venir, quoi. Enfin, Hmm. on se rend compte finalement ouais, que c'est un moment de changement de vie, en fait. Que Mhm. il y a un C'est une avant et un bascule. après. Exactement, il y a Hmm. un avant et un après. Et que là, bah voilà, on est dans le après. Ok, d'accord. Et du coup, comment t'as vécu cette première grossesse? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que sur le plan physio, ça a été? Sur le plan psy, est-ce que ça a été un chemin? Comment ça a été? Alors, avec le premier trimestre du premier, il y avait un peu cette anxiété que je pense tout le monde a, parce qu'on entend à chaque fois enfin, la possibilité qu'il y ait une fausse couche et toutes ces choses. Donc, je me suis un peu protégée moi-même en essayant de toujours relativiser, dire: «Ouais, mais de toute façon, là, c'est pas encore sûr, c'est pas nana, je vais attendre les 12 mois pour me projeter, pour faire quoi que ce soit.» Donc, il y avait cet aspect de protection, en fait, qui était là. Mais c'était assez cool parce que physiologiquement parlant, j'ai pas eu de nausée, à part une fatigue extrême où j'allais me coucher à 8 heures le soir, j'en pouvais plus. Mais j'étais bien dans mon corps, donc c'était. Voilà. Je pouvais fonctionner comme je fonctionnais normalement, à part cette fatigue, mais au niveau du travail et tout ça, sans qu'il y ait quelque chose qui me rappelle que c'était là. Donc j'ai pu vraiment faire un peu genre les œillères pendant les 3 premiers mois, de dire on va voir si ça passe ou pas. Je ne sais Euh, pas ce qui est en train de se passer. voilà, ouais, je sais pas. J'y vais, Et mais je on m'en en, fous. et on en discutera quand ça sera, quelqu'un me validera que vraiment, oui, t'es enceinte et que là, t'es censée tenir et voilà. Donc, après, quand il y a eu le premier rendez-vous vraiment avec la gynécologue, qu'elle a pu faire et puis enfin, qu'on a passé ces 12 mois, des 12 mois, 12 semaines, pardon. Là, voilà, après, je me suis vraiment dit, ben, j'ai commencé à me réjouir, tout en ne savant pas à quelle sauce j'allais être mangée. Donc c'était toujours une réjouissance. Et après, accompagné d'un petit doute ou d'un petit genre, mon Dieu, qu'est-ce Hmm. qu'on fait? Mais bon, de toute façon, c'est là maintenant, on y va. Donc c'était un peu toujours tu sais, ces deux côtés. Cette Euh, ambivalence, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, la plupart, enfin, c'est pas la plupart, mais il y a beaucoup de personnes qui vont investir la grossesse à fond dans la joie, surtout la première. Parce que le déni, le déni de la difficulté potentielle, mais certaine, enfin, on ne sait pas sur quoi ça va déconner, mais quelque part, on sait que voilà, la maternité porte ses challenges. Mais le fait d'être dans le déni pendant la première grossesse, parce que tu sais pas, justement, pour certaines, ça va être genre le feu, on va profiter, on va prendre soin de soi, c'est merveilleux, etc. Et c'est après qu'on déchante. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu comme toi, de porter l'ambivalence du devenir parent dès la grossesse, quoi. De se dire, ouais, super, c'est une super nouvelle. J'ai les fesses qui font bravo, un peu quand même.
C'est pour être ça. élégante, toujours. Mais ok, d'accord. Donc, quand tu as eu cette nouvelle-là, quand tu as eu la confirmation de la première écho, réjouissance, anxiété, un peu les deux, mais on continue, quoi, on y va. C'est ça, c'est ça. Et puis, du coup, après, bah, j'étais en école de naturo, donc ça me paraissait logique que je veuille aller de plus en plus. Enfin, je me suis bien renseignée, puis j'avais vraiment envie d'aller voir la physiologie de la grossesse, de l'accouchement aussi. Et puis, plus je lisais, plus j'étais, plus je me disais, mais en fait, au niveau de l'accouchement, j'ai envie de vivre ce que des millions de femmes avant moi à l'époque vivaient, d'aller dans le côté le plus naturel possible, en fait, le moins médicalisé possible, on va dire ça comme ça. Et étant en Suisse, c'est quelque chose qui est quand même assez répandu, qu'on peut aller assez facilement en maison de naissance ou des choses comme ça. Donc je me suis assez vite orientée vers là parce qu'aussi les maisons de naissance, comme il y a beaucoup de gens qui veulent, souvent ça peut être compliqué si on se prend trop tard. Donc c'est vrai que assez vite dans la grossesse, on vous demande ah, mais c'est quoi vos projets accouchement. Donc bon, j'ai un petit peu capoté quand on m'a posé la question parce que j'étais non mais je suis à 15 semaines de grossesse, tu me demandes comment je vais accoucher. J'ai pas envie d'accoucher en fait, je crois pas que je vais le faire en fait, il va jamais sortir ce bébé. Et après, c'était quand la petite anxiété est redescendue, je me suis dit, bon, ok, je me posais la question, parce que enfin, pourquoi ils me demandent, c'est vraiment pour que j'ai les chances de pouvoir le faire comme j'aimerais le faire. Donc, j'ai assez vite choisi d'essayer le chemin de la maison de naissance. Du coup, je me suis inscrite dans une maison de naissance. Et là, en fait, on a un accompagnement avec une sage-femme qui va être la sage-femme pendant l'accouchement, mais aussi après. Donc, on crée vraiment cette relation et assez vite, il n'y a plus trop de contrôle chez le gynécologue, mais on a vraiment que les contrôles avec la sage-femme directement. Il reste juste une échographie vers les 32 semaines pour voir qu'il est bien tourné. Parce que ça leur donne une sécurité qu'on n'a pas un accouchement en siège. Mais voilà, mais sinon, il y a vraiment moins de rendez-vous médicaux. Donc, je vivais assez ma grossesse de manière paisible, en fait, parce qu'en fait, le discours d'une sage-femme est souvent différent. Il est moins sur les risques, la pathologie, ce qui peut se passer mal, mais plutôt ce qui se passe bien et le renforcement positif. Donc, quelque part, en fait, ça m'a permis de rester ultra naïve. Et, euh, ouais, et quelque part, finalement, un peu protégée de ce qui pourrait se passer. Ok, d'accord. Et du coup, tu fais ce suivi très zen, très serein, et comment ça se passe? Bah, non, mais ça va bien. Alors, je continue à travailler toujours à fond. J'ai Mhm. travaillé jusqu'à un jour avant d'accoucher. Ah Euh, oui, oui, c'est ce qu'on parce appelle aller jusqu'au bout. Ouais, vraiment. Mais parce que j'avais aussi une forme, la pêche. Et puis je pense qu'à la fin, je me sentais tellement bien. Dans le troisième trimestre, j'avais retrouvé vraiment la forme. Et j'avais une sorte d'euphorie en moi. Donc ça me portait comme ça. Donc j'étais trop bien pour aller travailler, tout ça. Donc jusqu'à la fin, ça a bien été. Et arrive le jour de l'accouchement. Où là, en fait, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé, en fait. Hein, Mhm. Là non plus, oui. mais un peu finalement comme au moment du test, t'as peur, mais en même temps t'y es, tu sais que tu peux rien faire contre le fait que ce bébé veut sortir, il va sortir, donc faut juste faire au mieux, quoi. Mhm. Donc, Absolument. Comment ça s'est annoncé pour toi? alors, c'était environ 5 heures du matin. J'ai senti ouais, j'ai senti qu'il fallait que j'aille aux toilettes, donc je me suis levée, et là, j'ai eu l'explosion de la poche des os dans ma salle de bain, où là, j'ai vite compris, je me suis dit, ouh là là, c'est... Ouais, je me rappelle me dire, mais je pensais pas qu'il y avait autant d'eau à l'intérieur de moi, parce que vraiment, il y avait beaucoup, j'étais waouh, c'est impressionnant. Du coup, là, je réveille mon mari, je lui dis, je viens de perdre la poche des os, hein. Puis il me dit, ouais, mais t'as des contractions, t'as quelque chose? Je dis, non, j'ai rien, j'ai juste ça. Puis il me dit, bah alors, mets un message à la sage-femme pour lui dire que t'as ça, puis on voit ce qu'elle dit. Donc, je lui mets un message parce que les dernières semaines, elles sont sur appel, donc elle reste en alerte en fait. Et du coup, elle me répond un quart d'heure après en me disant, bah, si t'as pas de contraction, vérifie juste que le bébé bouge bien.
Mais pour l'instant, reste tranquille à la maison, on va voir comment ça se passe dans les prochaines heures. Et là, elle me dit, vérifie que le bébé bouge bien. Forcément, qu'il a arrêté de bouger à ce moment-là. Donc je me suis dit, Oui. il bouge plus, il bouge plus, il bouge plus. Puis je me rappelais, parce que c'était juste après Pâques, j'ai accouché fin avril, je me rappelais que quand j'avais mangé beaucoup de chocolat à Pâques, il avait commencé à bouger comme un fou. Et du coup, je me suis dit, bon, go à la cuisine. J'ai quand même mangé un lapin au chocolat entier à 5h30 du matin. Ouais. Pour me dire, il va bouger, je veux être sûre qu'il bouge. Et donc après, peu de temps après, ça n'a pas manqué qu'il bouge, donc tout va bien, je suis rassurée, je me dis voilà. Mon mari qui repart à dormir, il me dit c'est quand même tôt, surtout on ne sait pas combien d'heures ça va durer, donc je profite de retourner dormir. Moi, autant dire que c'était impossible, hein, on me disait à vous reposer, mais bon, j'étais en mode mon Dieu, c'est parti, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Et puis vers 8h du matin environ, là j'ai les contractions qui ont commencé à venir, gentiment, tout doucement. Du coup, la sage-femme, elle est passée à la maison, juste un peu regarder que tout va bien, ça allait tout bien. Puis elle me dit, ben, si ça continue comme ça, tranquille, dans un moment, tu peux essayer d'aller dans ta baignoire, voir si ça stoppe, si ça aide et tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ça a un peu accéléré. Ce qui fait que quand je suis sortie de ma baignoire, j'ai dit à mon mari, il faut qu'on aille à la maison de naissance. Puis on avait à peu près 20 minutes de trajet. Euh, et donc on est parti comme ça à, la, à la maison de naissance. Et je me rappellerai toujours ce trajet parce que je pense que j'ai traumatisé des femmes sur ce trajet. Ou dans la voiture, ça a été, mais en fait, le parking pour la maison de naissance, il était au même niveau que le parking d'un supermarché. Et je devais prendre un ascenseur où il y avait les gens normaux qui venaient faire leurs courses dans cet ascenseur. Et je suis à peine rentrée dans l'ascenseur que là, j'ai une contraction. Mais une contraction, un truc. Et je vois en face de moi deux jeunes filles de, je pense, 23, 24 ans. Et là, je me crispe, je me plie en deux. Et je pense qu'elles ont cru. Et je me relève et je les regarde et je me dis, non mais je vous promets, il faut pas que ça vous traumatise. Je vous promets, ça ira. Et je pars, vraiment ce truc, elles me regardaient et je voyais la peur dans leurs yeux. Puis je comprends quand on est dénué de toute émotion. Et moi, j'étais shootée déjà aux hormones, donc je vivais déjà le truc différemment. Mais de voir ça à froid comme ça, dans un ascenseur, quelqu'un qu'on connaît pas, je les voyais mais vraiment choquée. J'étais mince, Mais désolée. c'est très impressionnant. Mais ça, c'est un truc, je pense qu'on se représente pas accompagner un accouchement naturel. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, mais ça fait du bruit, quoi. Puis ça fait des bruits très, très, très primitifs, très archaïques, très forts, souvent. Donc, quand tu ne l'anticipes pas, ça fait peur, c'est normal. C'est ça, c'est ça. Donc je pense que si ces deux femmes n'auront jamais d'enfants, je m'en excuse. C'est peut-être de ma faute. Écoute, le désir d'enfant, généralement, ça surmonte quand même Oui. ces espèces de mini traumas. Mais ok, donc tu traumatises deux personnes sur le chemin, ok, très Exact. bien. Et après? Et du coup, après, j'arrive à la maison de naissance. Et puis donc là, on est déjà vers 1h l'après-midi. Donc on est déjà en début Ah d'après-midi. oui. Donc le travail commence. Là, elle contrôle, elle voit que ça s'ouvre gentiment. Et puis en fait, on avait fait une préparation à l'accouchement avec l'hypnose, avec mon mari. Donc on avait fait un week-end de préparation à l'accouchement comme ça. Et donc je me dis, bon bah, j'ai appris ça, je veux faire ça, je me mets dans ma bulle, je commence à faire mes respirations, enfin, commence à essayer de penser. Donc ce qui fait que pendant vraiment plusieurs, je pense, heures finalement, moi j'ai pas l'impression que ça a duré des heures, mais au final ça a duré des heures. À chaque contraction, je suis sortie de mon état un peu hypnotique, mais à chaque fois que j'ai les entre-deux, je récupère et je repars vraiment dans ce lieu ressource qui me fait du bien pour gérer la douleur, pour gérer l'intensité, pour voilà, gérer les contractions. Mais il y a juste qu'à chaque fois, j'ai vraiment envie de pousser. Et là, elle m'a dit, mais arrêtez, il ne faut pas pousser, vous allez faire endommager votre périnée. Euh, Prenez une paille, donc j'avais ma paille en bambou bien large, là, où je faisais que souffler là-dedans, puis ça a duré, donc c'était marrant Enfin, quand je repense à ça, à cette paille, pendant des heures en train de souffler dans ma paille pour pas pousser avant l'heure, en fait. Et puis ben bref, après, ça arrive que c'est le moment
ça arrive vers la fin où je me dis, ouais, j'ai très envie d'aller dans la baignoire. Donc là, elle m'installe la Mm. baignoire et tout ça. Et puis du coup, j'ai eu cette chance de pouvoir accoucher dans l'eau, dans la baignoire. Donc c'était assez doux en fait au final. Moi, j'avais vraiment récupéré toute mon énergie au moment des poussées. Donc j'étais vraiment là, pleinement consciente avec eux. Parce qu'il y avait du coup 2 sages-femmes et mon mari. Et voilà, enfin vraiment ces poussées intenses voilà, que j'ai pu vivre dans la baignoire. Et là, le bébé sort, il est tout tranquille en fait. Parce que j'ai eu entendu après que les accouchements dans l'eau souvent font que le bébé il est chill en fait. Et du coup, il était vraiment tout tranquille comme ça, il s'est posé, et ça a commencé tout doux. Et là, je m'attendais à être submergée d'émotions, à pleurer. Enfin, j'avais vraiment imaginé ça comme ça. Et en fait, pas du tout. J'étais juste tellement heureuse et contente que j'avais la banane jusque derrière les oreilles. Mais j'ai pas du tout pleuré alors que je pensais que j'allais être... voilà. Et, euh, et du coup, j'avais ce smile qui se décrochait plus en fait. J'étais là avec le bébé en mode contente. Et puis dans les maisons de naissance, souvent c'est en ambulatoire. En tout cas, moi, c'était en ambulatoire. Donc on est resté les 4 prochaines heures à la maison de naissance. Elles ont checké que tout était bien. Mais après, à 1h du matin, parce que du coup, j'ai accouché à 20h, à 1h du matin, ben, tu prends ton maxi-cosy avec ton bébé et puis tu rentres chez toi, quoi. Donc, Mhm. première nuit à la maison, les trois, avec un bébé de quelques heures. Et puis autant te dire que j'ai pas dormi parce que je checkais chaque 2 minutes qu'il respirait toujours. Et dès qu'il était à côté de moi dans un cododo, j'ai dormi ma nuit, ma main, bah déjà ce côté tactile, j'avais ma main sur lui. Mm. Plus je me réveillais pour checker qu'il respirait. Alors que finalement un bébé qui vient naître, souvent lui dort bien, donc Mm. il est tranquille. J'avais même dû un peu le réveiller, le stimuler pour l'allaitement. Mais lui il était vraiment tranquille. Et puis le lendemain matin, bah, voilà, on s'est réveillé, on devait l'amener chez le pédiatre, parce que bah, normalement quand on est en maternité, il y a le pédiatre de l'hôpital qui vient faire tous les checks, mais là il n'y a pas, donc on l'a emmené. Et puis c'est vrai que c'était chou parce qu'en fait les pédiatres de ville, ils n'ont pas l'habitude de voir des aussi petits bébés. Donc il était hyper fan. Il était, ah, ça fait trop plaisir de voir un Mm. mini bébé comme ça. Et du coup, de faire les premiers tests, les tests des réflexes et ces choses qu'ils font tout petit, quoi. Donc voilà, c'était très doux comme accouchement. C'était vraiment agréable. J'en Mm. garde un très très bon souvenir. Euh, ouais, donc c'était un Ok. beau départ. Et comment ça s'est présenté, du coup, les premières semaines? Est-ce que tu as eu un projet d'allaitement? Est-ce qu'il y a des challenges qui se sont annoncés en postpartum? Comment ça a été pour toi? Alors oui, je voulais allaiter, ça c'est donc et j'ai pu le faire. Donc mon premier, j'ai pu l'allaiter 17 mois au final, donc stop. Le challenge, mais ça n'a pas été un allaitement facile. Il s'est mis en place de manière assez naturelle, ça c'était ok, mais j'avais ce sentiment que c'était toujours sur le fil en fait, que ça pouvait vite basculer, que j'ai plus de lait. Enfin, je voyais que souvent il se frustrait, donc c'était un peu compliqué, ça a été un peu tendu. Et à chaque fois que je demandais de l'aide, on me disait oui, mais madame, si vous voulez bien allaiter, en fait, il faut pas que vous soyez stressée. Je dis ah oui, mais vous me dites de pas stresser, ça me fait encore plus stresser quand on me dit ça. Enfin, Mhm. comment faire pour pas stresser? Je vois qu'il s'énerve, qu'il n'arrive pas à bien prendre comme il faut et tout ça. Donc, bon, finalement, ça a été. On a pu mettre en place comme il faut et puis ça s'est un peu apaisé au fil des mois. Bah, je dis au fil des mois, mais finalement, ça s'est apaisé vraiment après 6 mois, en fait, quand l'allaitement change et que c'est plus cet allaitement. Enfin, que c'est plus l'allaitement dès qu'il tire, il y a, mais il n'y a plus forcément Mm. les seins qui se remplissent autant. Enfin, Mm. voilà. Il y a vraiment un changement, je trouve, dans l'allaitement du début versus après. Mais donc, tout le début, c'était quand même assez tendu jusqu'au au point qu'au fait, bah, comme j'avais fait tous ces exercices d'hypnose, je me suis dit, bah, je vais les garder. Et quand j'allaitais, je me remettais dans cet état hypnotique. Et dans mon lieu où j'allais, j'ai construit une fontaine à lait. Mais vraiment, ces fontaines romaines où il y avait vraiment du lait en abondance qui sortait. Et je me disais,
si tu restes focalisé sur cette image, ton lait va venir, ça va être ça ton enfant. Donc je m'auto-persuadais un peu comme ça, c'était rigolo. Mais Ça a marché? bah, en tout cas, il n'y avait pas une abondance de lait, mais ça a permis en tout cas d'en avoir suffisamment et de pouvoir perdurer avec seulement un allaitement exclusif en fait. Génial. Donc c'était top. Puis après, bah, je portais beaucoup mon bébé, donc je trouvais. Enfin, ça a été. Il a eu des coliques, mais il n'a pas eu de reflux. Mon deuxième a eu, mais lui, il n'a pas eu de reflux, donc c'était encore assez calme. Mais par contre, Mhm. psychologiquement, je l'ai assez mal vécu parce que, bah, étant une femme quand même carriériste, même si maintenant je suis dans quelque chose de beaucoup plus enfin avec la naturo qui est autre chose que le monde d'avant de la multinationale et tout ça, mais quand même cette envie de toujours faire et je suis beaucoup sur l'égalité dans le couple et tout ça. Et en fait, ce congé maternité, c'est peut-être stupide, mais je ne l'ai pas très bien vécu dans le sens où j'étais, mais moi, il n'y a personne qui m'a demandé si je voulais m'arrêter, si je voulais prendre ce rôle. Et je me voyais faire en fait des choses que comme j'étais à la maison, bah, je vais faire un peu plus de ménage, je vais faire un peu plus, enfin, plus ces tâches ménagères qui finalement avant, c'était vraiment du 50-50 avec mon mari. Et là, par force des choses, comme on t'a mis dans ce rôle de maman et en plus de maman au foyer parce que tu es en congé mat, bah, tu te sens obligé de le faire. Et ça, je ne l'ai pas très bien vécu en fait. J'aurais préféré avoir un congé parental où on décide, nous, de. Bah, moi, je prends tant de semaines, toi, tant de semaines. Et puis peut-être qu'au final, j'aurais pris le même nombre de semaines parce que finalement, j'étais très contente d'être avec mon bébé. C'est pas du tout le fait d'être avec mon bébé que je me sentais pas bien. C'était plutôt moi et mon rôle de femme, en fait, Hmm. que j'avais du mal à me dire, mais non, enfin, on m'oblige. On m'oblige juste à Hmm. faire ça, alors que oui, je suis contente d'être avec mon bébé, mais j'avais pas envie qu'on me force et qu'on me mette dans ce rôle. J'aurais Bah oui, pu c'est pas pouvoir la même décider. chose. C'est ça, c'est ça. Un congé maternité, c'est pas un congé domestique en fait. Non, mais tu vois, vu que ça se passait assez bien avec mon bébé, alors j'ai toujours eu des micro-siesteurs, donc il dormait pas beaucoup la journée, mais je pouvais le porter. Il aimait bien être porté, donc je pouvais quand même faire des trucs avec lui en portage. Mais comme ça se passait assez bien et que j'étais quand même assez zen, ben les gens, ils me disaient, ouais, mais bon, tu peux faire ça. Enfin, en fait, du coup, j'avais beaucoup de ces trucs où il faut faire beaucoup, faut faire Hmm. plus, parce que finalement, tu vas bien, donc fais, quoi. Hmm. Mais donc ouais, ça c'était un peu le côté où j'ai moins bien vécu ce congé maternité en fait. Parce que du coup, le point noir que tu soulèves, c'est je pense, un grand désenchantement pour plein d'entre nous, en fait, où on se rend compte que finalement, dans le package devenir parent, il y a renégociation, au moins temporaire, de la charge domestique. Mais qui va presque de soi, en fait, effectivement, c'est t'es à la maison, donc cette charge-là, elle est pour toi. Versus, moi, je vais récupérer les ressources d'argent pour faire vivre la famille. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout égalitaire, ça demande pas la même charge cognitive, c'est évidemment pas valorisant de la même manière, donc on peut pas faire un 50-50 ou en tout cas pas sur le long terme, sans que ce soit difficile pour au moins l'un des deux, voire les deux hein, parfois, mais de se dire, toi tu ramènes l'argent à la maison et moi je m'occupe de la maison, ça peut être très mal vécu, pas chez tout le monde bien évidemment, mais moi je sais que j'ai été dans un rapport assez similaire et je l'ai extrêmement mal vécu aussi, comme toi, pareil. Mais par contre, pour en revenir à l'ambivalence dont tu parlais tout à l'heure, tu sais, de quand tu as appris que tu étais enceinte et par rapport à l'accouchement, une fois que le bébé était là, comment tu te sentais par rapport à ça? Est-ce qu'il y avait plus d'évidence ou est-ce que être maman avec le bébé dans les bras, c'était plus évident que de l'anticiper, que la grossesse, que... Alors c'était pas forcément plus évident, mais en fait vu qu'il était là, je me dis mais maintenant ça sert même plus à rien d'avoir ces doutes parce que tu vas juste occuper de la place dans ton esprit pour rien parce que de toute façon tu peux plus rien faire donc vas-y fais du mieux et ça ira. Euh, Moi, j'ai pas forcément vécu avec ma maman, donc j'avais pas forcément d'image maternelle. Alors, j'ai eu beaucoup de femmes autour de moi, j'ai eu une belle-mère qui m'ont donné des représentations maternelles, mais je l'ai pas vécu de l'intérieur, on va dire ça comme ça.
Donc, il y avait un côté de moi où je me disais, mais je pars d'une page blanche, donc fais juste du mieux que tu peux. Et puis au pire, tu t'ajustes. Donc, j'ai un peu laissé de côté cette ambivalence pour dire, ben, maintenant que tu y es, ce petit bout, il a juste besoin qu'on fasse le mieux qu'on puisse pour lui, donc go, quoi. Et donc, j'ai un peu, voilà, un peu fait ça. Mais toujours en ayant mon côté femme, que du coup, là, voilà. En fait, ça a plutôt switché sur ce côté femme avec lequel c'était plus compliqué. Et du coup, il a duré combien de temps ton congé parental? Alors, le premier, il a duré 6 mois. Mhm. Et du coup, après mes 6 mois, j'ai recommencé à travailler à 60%. Euh, et puis après, très vite, je suis remontée à 80. Mais ouais, je me souviens, le premier jour où je suis retournée travailler, ça a été... bon, je pense pas que c'est le pire jour de ma vie, mais sur le moment, je l'ai vécu comme le pire jour de ma vie. Parce que bah, je m'étais vraiment... je t'ai dit, mais ça va aller, enfin vraiment booster psychologiquement, me dire tu pleureras pas, ça va aller, tu seras forte. Ton enfant, sinon, il va ressentir, tu veux pas qu'il ressente, donc go, go, go. Et, euh, et j'arrive, je le pose, bah, là c'était la maman de jour, ce jour-là, avec qui on commençait. Et donc j'arrive, je devais l'apporter vers 7h30, j'arrive à 7h32, j'étais trop fière de moi. Et puis, et là, donc je le pose, ça va plus ou moins. Je pars dans la voiture déjà, je craque. Donc j'étais là, bon, voilà. En plus, j'ai pas fait 10 minutes de voiture que je tombe dans des bouchons. Je suis là, bah, super, premier jour, je tombe dans les bouchons. Je suis encore dans les bouchons que la maman de jour m'appelle en me disant que mon bébé vient de tout vomir et qu'elle va regarder comment ça va sur les prochaines heures, mais que si c'est une gastro ou une maladie, ben, il va falloir que je vienne le chercher. Je dis, ah non mais sérieux, pas le premier jour déjà comme ça. Ouah. Je dis ok. Puis là, j'arrive au travail, bon, les gens sont contents, tout ça c'est sympa, mais vient le moment où je dois aller tirer mon lait, parce que vu que je voulais continuer à allaiter, Mhm. j'ai dû tirer mon lait. Et là, zéro, zéro goutte de lait qui est sortie. Oh non. Et donc là, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Et je retourne tirer mon lait 3, 4 fois dans la journée. Vraiment, mais des fois juste 5 minutes, je faisais semblant d'aller aux toilettes et puis j'allais vite pour voir si finalement ça voulait sortir. Mais non, rien du tout. Je rentre à la maison, mon mari avait été chercher le petit chez la maman de jour qui finalement c'était juste un vomi comme ça, puis après ça avait tenu donc c'était bon. Et j'arrive dans le salon et là il me dit au final la maman de jour elle vient de me dire que ça va pas le faire, elle va pas pouvoir garder notre fils parce que finalement elle va arrêter de faire maman de jour, c'est trop compliqué avec sa fille et tout ça. J'ai éclaté en sanglots au milieu du salon en me disant non mais j'ai pas pu retirer de lait, on n'a plus de solution de garde, enfin Oh vraiment tout ce mon Dieu. truc. J'étais déjà, Oh, la journée de l'enfer. ouais, la journée d'enfer où tu culpabilises déjà de laisser ton enfant pour aller travailler et en plus il y a tout ce que tu avais mis en place part en cacahuète et là tu te dis non mais c'est pas possible. Il y a des jours comme ça. Oh là là. Mais du coup, finalement, vous avez pu trouver une solution? Du coup on a pu trouver une solution parce qu'en fait c'était une association de mamans de jour et comme elle s'est retirée, ils étaient un peu obligés de nous retrouver quelqu'un. Donc ils nous ont aidés Ah, ok. à retrouver quelqu'un dans l'intérim. Et puis après, on a décidé de le mettre en crèche parce que pour éviter tout ça en fait. Parce qu'au moins, enfin, il y a Hmm. ce côté un peu plus facile de la crèche que voilà. Ok, d'accord. Et du coup, tu disais, c'était plutôt des bons dormeurs, en tout cas le premier, c'est plutôt un bon dormeur même s'il faisait des micro-siestes. Donc c'était, pour toi, le plus gros challenge de cette première parentalité, c'était quoi? Le plus dur? Je dirais, c'était les injonctions des gens en fait. Parce que je dis Hmm. oui, c'est un bon dormeur, mais j'ai aussi été, comme je pense que c'est un peu de nouveau mon côté tactile, mais je me souviens d'entendre ben, des proches autour de moi me dire à chaque fois, mais pose ce bébé, laisse-le s'endormir tout seul, arrête de le porter, arrête de le porter, arrête de le porter. Alors qu'en fait, je pense qu'ils s'endormaient facilement parce que je les ai toujours accompagnés dans le sommeil en fait. Euh,
en me disant que de toute façon, je savais bien que quand il aurait 18 ans, il aurait plus besoin de moi pour s'endormir. Donc, non, mais enfin voilà. Or. Mais vraiment, je pense que ce challenge des premiers mois, c'était d'arriver à trancher entre tout ce que j'entendais, ce que je ressentais qui était juste, ce que mon mari pensait être juste et qu'il fallait qu'on négocie. Ah, Euh, vous aviez pas les mêmes intuitions? Pas toujours, non, pas toujours. Et en Hmm. fait, du coup, on s'est très vite mis d'accord que dans notre parentalité à deux, on allait avoir chacun notre style et que qu'il pouvait y avoir des règles avec papa et des règles avec maman et que les enfants, ils étaient capables de s'ajuster et de comprendre ça. Et que voilà, on n'allait pas forcément essayer d'être à 100% d'accord sur tout, mais plutôt de montrer aux enfants que ben, dans la vie, il y a des gens différents et puis il faut faire avec en fait. Et nous, on est aussi Hmm. différents. Papa est différent de maman, donc il y a certaines choses que c'est ok de faire avec papa et d'autres c'est ok de faire avec maman, mais pas inversement. Ah, ok. Ah, c'est intéressant ça, c'est cool. C'est cool. Souvent on fait ce compromis-là, mais plus tard. Et partir de ce principe-là, c'est chouette. Effectivement, c'est donner du crédit aux enfants et à leur capacité de compréhension des relations interpersonnelles et d'ajustement. Je trouve ça hyper conscient, hyper intéressant. Oui, puis je pense qu'on l'a aussi vite fait parce que moi, je voulais absolument, enfin, de ce fait de pas bien vivre ce congé maternité un peu imposé et tout ce rôle de femme, j'avais vraiment envie qu'il prenne son rôle de père, qu'on trouve un 50-50 au plus vite. Donc je voulais vraiment qu'il Hmm. investisse son rôle de papa. Et pour moi, c'était important pour pouvoir investir ce rôle, de pouvoir lui laisser faire comme il voulait. Parce que, Mhm. en fait, c'est par force des choses, c'est déséquilibré. Moi, je passais 24 heures sur 24. Enfin, je passais tout mon temps avec ce bébé. Donc, forcément que je le comprenais, que j'arrivais à voir ce qu'il avait envie. Tandis que lui, beaucoup moins. Donc, il fallait aussi que je le laisse faire ses expériences, que je le laisse décider finalement de ce qui était bon ou de la manière de faire les choses, sans forcément lui imposer ma manière de faire les choses. Parce que sinon, à chaque fois, je l'aurais un peu cassé Mhm. dans ce rôle-là. Et puis, moi, je me suis toujours dit que ma liberté en tant que maman, c'était que si le papa était remplaçable. Donc, si on pouvait vraiment avoir ce fait de dire que l'enfant regarde le premier parent qu'il trouve, c'est celui qui arrive à le satisfaire, et puis c'est bien comme ça. Hmm. C'était un peu toujours mon objectif, en fait. Et à ce moment-là, du coup, dans les premiers mois puis les premières années de maths, t'envisages la construction de votre famille avec un enfant, deux enfants, trois enfants, 10 enfants? Quel est le projet à ce moment-là? Alors, on s'était toujours dit que si on faisait des enfants, ça serait minimum deux. On se voyait pas forcément avoir un enfant unique, mais les deux. Et puis, et donc après, c'est assez vite venu et on voulait les avoir rapprochés, voilà, plus ou moins, enfin, pas trop rapprochés, donc ils ont 2 ans et 5 mois d'écart, mais quand même assez rapprochés pour qu'ils puissent jouer ensemble, être un peu dans les mêmes dynamiques. On savait que c'est galère au début, mais qu'après c'est plus cool parce que justement ils peuvent vraiment s'entretenir entre eux, en fait. Donc voilà, c'est vrai que moi j'ai allaité jusqu'à 17 mois. Euh, En fait, j'ai fini d'allaiter 2 mois et puis 2 mois après j'étais enceinte. Donc il y Oh, avait ça un fait pas peu... beaucoup d'apéros, ça. Ouais, c'est ça. C'était un peu ce truc. Mais voilà, comme on savait qu'on voulait un deuxième, on s'est dit, bon ben go, on veut le faire maintenant tout de suite. Donc de nouveau, la même chose. On se protège plus, on verra que... Enfin, on se protège. Et puis voilà, c'est venu assez vite. Pas autant vite, mais c'est quand même venu assez rapidement. Et puis, euh, et puis voilà, je me suis dit, quitte à être dans cette phase allaitement, maternité, grossesse, Tu fais exact. un package. J'enchaîne, mais après, quand j'arrête, j'arrête. Et tu vois, là, depuis, il a 2 ans, je commence à retrouver ma liberté et ben, j'en profite. Ok, trop bien. Et du coup, comment tu accueilles cette deuxième grossesse? Est-ce qu'il y a autant d'ambivalence que la première ou pas? Non, beaucoup moins. Il y a beaucoup moins Hmm. d'ambivalence, mais par contre, il y a une sorte de tristesse.
c'est bête ce que je vais dire, mais j'étais triste parce que j'arrivais pas à en profiter autant que le premier. En fait, quand on est dans Hmm. une deuxième grossesse, il y a la vie qui continue, il y a les besoins du premier devant, il y a tout ça. Et on peut moins profiter du fait d'être enceinte. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est... ouais, la première grossesse, on dirait qu'elle est interminable, qu'on va jamais arriver au bout. On voit passer les jours, les semaines, mais on se dit, mais voilà. Tu te dis que la deuxième, en fait, ça a passé hyper vite. Et, euh, et voilà, ouais. Genre, j'étais un peu triste de moins en profiter. J'avais des moments où j'étais triste en regardant mon premier en me disant mais qu'est-ce qu'on lui fait? Parce que lui, il a rien demandé, il a rien décidé, il est tout heureux là, il connaît bien, il maîtrise cette dynamique à trois, ça lui va bien. Euh, un petit frère, une petite sœur, ça peut pas lui manquer, il sait pas ce que c'est. Donc en fait, on lui a rien demandé, on va le perturber. Des fois, j'avais un peu cette tristesse aussi en le regardant, de dire ouais, j'espère que ça va aller pour lui. Hmm. Donc on a essayé de bien l'accompagner en expliquant ce qui s'en venait et tout ça. Même, ça a été très tôt, même le test de grossesse, je l'ai fait. Et quand je suis sortie de la salle de bain, bah, ils étaient les deux là. On a directement dit au premier que, bah, alors, on est bien d'accord qu'à 2 ans et quelques mois, ils ne savaient pas vraiment comprendre exactement ce que Hmm. c'était. Mais c'était important, comme ça mettait direct que voilà, il est dans le bain, il est avec Hmm. nous, et puis qu'il comprend déjà, parce que moi je suis persuadée qu'il sentait déjà que j'étais différente, qu'il se passait des choses. Donc de mettre des mots dessus, je Hmm. trouve que c'est agréable. Bah oui, bien sûr, c'est important. Et donc, comment elle se passe, cette deuxième grossesse? Bah, elle se passe aussi bien. Moi j'ai vraiment eu de la Mhm. chance d'avoir des belles grossesses. À part beaucoup de fatigue et après un peu les maux de dos, enfin les trucs, j'ai envie de dire, habituels chez tout le monde. J'ai eu des grossesses quand même ouais, plaisantes physiquement. Hmm. Et en fait, on a déménagé pendant ma deuxième grossesse. Et quand j'ai voulu appeler la maison de naissance, parce que je me suis dit, bon, bah, le premier, j'étais en maison de naissance, donc le deuxième, bah aussi. Et là, ils me disent, à l'endroit où j'étais, ils me disent, non, mais madame, ici, on n'a pas du tout de place, en fait. Ça va pas être possible d'aller en maison de naissance et tout ça. Et là, j'ai eu la panique de me dire, oh, mais je vais pas oser aller en maternité. Comment je vais faire? Non, mais je dis ça, mais je dis vraiment ça consciemment parce qu'il y a plein de gens qui me disent des fois, mais comment t'as osé? Et en fait, moi, je suis l'inverse. J'ai dit, mais comment. Enfin, je crois que moi, j'aurais eu, avec tout ce que j'avais lu, un peu avec les idées que je m'étais faites, bah, j'aurais eu plus peur de devoir aller à l'hôpital que du coup, finalement, pour mon deuxième, on a décidé d'accoucher à la maison. Donc, vu que c'était pas possible d'aller Waouh! en maison de naissance, j'ai accouché à la maison. Mais c'est merveilleux, ça. Comment tu t'es préparée pour ça? Alors de nouveau la même chose, enfin on a refait avec la sage-femme. Donc on a très vite trouvé la sage-femme qui allait venir à la maison. Sauf que en fait on habite dans un canton qui est bilingue français-allemand et il y avait plus de sage-femme côté francophone, donc j'ai dû prendre une sage-femme côté germanophone. Donc Mhm. elle parlait plus ou moins français, je parle plus ou moins allemand. On parlait deux anglais, donc enfin, elle avait un anglais voilà aussi un peu plus ou moins, donc voilà, ça switchait entre trois langues, c'était rigolo, mais voilà, très vite elle m'a suivi et du coup on a fait cette préparation à l'accouchement ensemble et puis après elle venait aussi en postpartum, donc on s'est un peu préparé la même chose. Moi j'avais juste peur que elle ait pas le temps de venir. Et en fait, elle m'avait tout de suite rassurée en me disant mais si j'ai pas le temps de venir, c'est qu'en fait tout se passe bien, tout va bien, donc ben, tu le laisses sortir, tu l'enroules dans un linge et puis je serai là. Je suis là, ok. Elle me dit mais si tu as besoin d'être rassurée, je te donne quand même un livre sur l'accouchement solo, enfin sans personne, Mhm. le free birth. Et du coup, je me suis dit bon, j'ai quand même besoin de me rassurer, donc j'ai lu ce livre. Et ce livre, la dame, elle va accoucher seule en forêt. Enfin, vraiment, c'est encore un autre step, hein. Oui, c'est tout un petit projet, là. Là, c'est encore autre chose. Mais du coup, ça me montrait en fait le champ des possibles. Me dire, ok, il Oui. y a. Voilà. Et puis ça m'a permis un peu de relativiser en fait. Et de me dire, non, mais ça va aller, elle aura le temps de venir. Mais je crois que je sentais quelque chose parce qu'au final,
Elle est arrivée pour les 10 dernières minutes de l'accouchement, donc je vais quand même sentir que Ah ouais. j'allais... Ah, comment ça s'est passé du coup là, la deuxième fois? T'avais une baignoire, un truc Bah, exactement. Donc, comme j'étais à la maison et que le premier, j'avais accouché dans l'eau, j'avais dit à mon mari, ouais, non, mais faudra que tu prépares la baignoire et tout, nanana, nanana, nanana. Donc, il était drillé sur les différents endroits potentiels de la maison qu'il devrait préparer. Trop bien. Et puis ben, pour le premier, j'avais accouché 2 semaines avant le terme. Et donc je m'étais dit, ben, peut-être que le deuxième, ça va aussi être par là. Et puis 2 semaines avant le terme, mon mari, il était absent toute la semaine. Il avait un truc de travail où il rentrait pas le soir. Enfin, j'étais seule avec le premier. Et il m'a dit, non, mais tu peux pas accoucher là. Enfin, c'est pas possible. Moi, enfin, je suis en grande distance. Je peux pas annuler cet événement et tout ça. Je dis, bon, ok. Enfin, je dis, bon, ok. Je dis, je fais ce que je peux. Hein, Oui, bien sûr. Bah, tu t'adresses au bureau de réclamation dans ces C'est cas-là. ça, exact. Et du coup, toute la semaine, là, je suis seule avec mon fils. C'est rigolo. Enfin, voilà, on a notre rythme. Il va à la crèche. Bah, là, je travaillais plus. Hein. J'ai arrêté de travailler un mois avant d'accoucher pour le deuxième. Et parce que, comme je disais, la deuxième grossesse, c'est plus la même chose. Enfin, on est beaucoup plus fatigué. Il y a le premier. Enfin, voilà. Donc, j'avais arrêté un mois avant. Et le jour de l'accouchement, en fait, je suis partie me promener avec mon fils. Et il y a des photos, c'est rigolo parce que je suis en forêt. Lui, il fait de la draisienne, donc il était avec sa draisienne. À un moment, on doit passer une rivière, donc je le porte d'un côté, je porte la draisienne de l'autre. Et ça, c'est quelques heures, donc c'était le matin à 10 heures et à 20 heures, j'avais accouché du deuxième, donc tu vois. Ah ouais. Et donc on avait beaucoup marché le matin, et puis l'après-midi, il se réveille de la sieste. Je lui dis, bah viens, on va vite au centre commercial faire deux courses, et puis du coup, on prendra le goûter là-bas. Et quand je suis dans le centre commercial, là, je sens comme j'avais senti la première fois. Et je me dis, non, je peux pas perdre les os là, au milieu du magasin. En plus, j'avais le vendeur en face de moi. Je suis là, non, non, je peux pas perdre les os maintenant. Et je sais pas, j'ai resserré tout ce que je pouvais. Heureusement, j'ai pas perdu les os à ce moment-là. Mais je me suis dit, mais je sais pas si j'aurais survécu à ce moment de... Ouais, je sais pas comment j'aurais fait. Mais bon, bref, heureusement, c'était pas ça. Mais c'est le truc cliché par excellence de perdre Mais les os ouais, en flaque, en plein milieu du supermarché. Oh, c'est ça aurait été ça. drôle quand même. Ça aurait été drôle, ça aurait été une belle anecdote, mais sur le moment, j'étais là, non, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver ça, s'il vous plaît. Waouh. Et du coup, Ok. mais du coup, je prends mon fils et je dis, non, non, on reste pas au magasin, là, faut aller à la maison, parce que si ça Mais le arrive, goûter, tant pis. ouais, bah, on a boutiqué quelque chose à la maison. Du coup, je le prends, on part vite, vite à la maison, puis ça, c'était le vendredi. Et quand j'arrive, donc c'était 4 heures à la maison, là, mon mari arrive de sa semaine de travail. Et il me regarde, il me dit ça va. Je dis écoute, je sais pas. Je pense que là, c'est en train de partir, mais je suis pas à 100% sûre. Donc voilà. J'ai, il me dit ok et tout. Donc on monte, on donne le goûter à mon fils. Et puis pour te dire à quel point j'étais pas forcément sûre, c'était parce que j'ai accouché mi-septembre et il faisait chaud. Je me prends une glace. Et donc là, je me Mhm. mange un beau cornet de glace que je vais regretter plus tard. Mais sur le moment, je le sais pas. Donc j'en profite. L'innocence. Ouais, l'innocence. Ouais. En me disant encore, non, mais peut-être c'est pas ça, peut-être c'est pas ça, peut-être c'est pas ça. Et là, je commence à sentir de plus en plus que ça tiraille, que c'est bizarre, que c'est tout. Puis en fait, toutes les actions que je voulais faire, tu sais, en préparation, lire un livre, enfin, je sais pas si vous connaissez, mais il y a Quantique Mama qui fait le vortex de la Mhm. naissance que j'adorais. Je me suis dit, Bien bah, faut que sûr. je relise ce vortex de la naissance juste avant d'accoucher. Donc là, je file, je prends mon ordi, je commence à lire ça en me disant, ah, mais si c'est maintenant, je l'ai oublié, j'ai pas encore fait, donc je le fais maintenant. Et puis je commence à prendre mon ballon, faire des 8 et tout ça. Et puis c'est 18 heures, j'ai encore le doute. Je me dis, ça Ok. pourrait très bien. Non, mais parce que je me sentais que ça pourrait s'arrêter, tu vois, ça pourrait être du pré-travail et tout d'un coup ça s'arrête un moment. Mais j'ai quand même envoyé, appelle quand même la sage-femme au cas où, tu sais, pour juste la pré-informer qu'il y a quelque Hmm. chose qui est en train de se préparer. Donc il le fait et tout. Elle rappelle une demi-heure après, et puis je lui dis ouais, non, dis-lui quand même de venir. Et puis amène notre donc Matt, amène-le chez ta sœur, parce que ouais, je pense que quand même là c'est bizarre. Et donc il Hmm. fait tout ça,
Et donc, c'est 19h qu'il a la sage-femme au téléphone et qui lui dit non, non, mais venez. Et donc, elle arrive à la maison vers 8h moins 10. Et à 8h, il était dehors, en fait, parce elle est juste arrivée. Comme moi, j'étais restée avec ce truc du premier accouchement où je voulais pousser, mais qu'on me disait que j'étais pas encore totalement dilatée et qu'il fallait pas que je pousse pour le périnée. Bah, j'étais là, je voulais pousser, mais je me disais, il faut pas que je pousse parce que mon périnée, mon périnée, mon périnée. Puis en fait, quand elle est arrivée, elle m'a dit, non, non, mais t'es complètement dilatée, si tu veux pousser, vas-y. Et puis j'ai poussé 2 fois et puis il était là. Et en fait, Waouh! mon mari avait préparé 5 différentes places dans la maison pour que j'accouche. Et j'en ai pas utilisé une. J'ai accouché finalement dans notre salle de bain. Pas du tout dans l'eau. J'ai accouché à 4 pattes. Voilà, rien à voir. Mais par contre, j'ai pu prendre mon bébé dès la sortie moi-même. Enfin, c'était cool. Waouh. Mais attends, à quel moment? Parce que, donc, ok, 19h, il appelle la sage-femme, mais toi, t'es toujours en doute. À quel moment tu sors du doute en te disant, non, là, je suis en train d'accoucher? Bah, ouais, juste au moment où il l'a au téléphone et qu'il me dit, non, mais elle demande, elle vient ou elle vient pas? Et là, j'ai quand même une contraction intense. Et je me dis, Ouais. non, non, dis-lui quand même de venir. Donc là, je commençais à me dire, ouais, ouais, non, mais je crois que c'est bon. Et puis après ça, genre 2 minutes après, j'ai commencé à avoir des contractions où je me suis dit, mais mon Dieu, en fait, je me souvenais pas que c'était autant intense, je vais mourir parce que dans mon cerveau, j'avais l'impression que ça commençait là. Et puis l'autre fois, bah, ça avait quand même duré 8 10 heures. Donc je me suis dit, non, mais si c'est des contractions de cette intensité-là, je vais jamais tenir 10 heures ou 8 heures comme ça, je vais mourir. Je me souvenais plus que c'était comme ça. Et, et en fait, non, parce que c'était, je pense, plus des contractions de faim que je me rendais Ouais. pas. Mais elles étaient. Et voilà. Et là, je me suis dit, non, non, le doute est levé, c'est là. Et puis après, j'ai eu la confirmation quand, bah, justement, dans ce vortex de la naissance, elle explique que bah, quand tu arrives au sommet, tu as la pause, mais tu as aussi ce moment où tu penses que tu vas mourir. Ouais. On a toujours ce petit moment où on se dit, ah, La phase de désespérance, ouais. et là, je l'ai eu où c'est le moment où, bah, du coup, avec une contraction, la poche des os casse. Et, euh, et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis là, mais je suis trop conne, je suis à la maison, je sais pas ce qui se passe, je souffre, je veux une ambulance, je veux une péridurale, je veux aller à l'hôpital, qu'on me fasse une césarienne. Tu sais, ce moment où vraiment il y a tout qui. Puis après, Mm. voilà, après ça passe, hein, mais sur le moment de doute, où là, puis là, je me suis dit, ah oui, là, t'es au sommet, je pense, t'as ce moment comment ça s'appelle le mot La phase de désespérance, désespérance. voilà, de désespérance. T'es dans Ouais. le moment de désespérance, t'y es. Donc, t'es sur le bon chemin. Malgré que t'es désespéré, t'es sur le bon chemin. Mhm. Ouais, alors ça, c'est bien de le savoir. En fait, quand tu le sais pas à l'avance, c'est généralement là, quand il n'y a pas eu de péridurale avant, qu'on en demande une, alors qu'on va accoucher juste après, quoi. C'est les fameux moments où la péridurale n'a pas le temps de faire effet. Exact, exact, ouais, exact. Euh, ok, et donc Morgane naît. Mhm. Comment ça se passe parce que du coup, à la maison, t'as même pas d'ambulatoire, quoi. T'es directement chez toi, comment c'est? T'es directement chez toi et franchement, c'était magique parce que ben, du coup, le grand était parti chez sa tata avec ses cousins. On avait essayé de rappeler parce que vu qu'il était arrivé, il était parti à 19h et Morgane est arrivé à 20h, donc on a essayé de rappeler, dire ouais, s'il n'est pas encore au dodo, il pourrait venir voir son petit frère. Et en fait, il dormait déjà, donc on s'est dit que ça serait tant mieux et puis que ça serait pour le lendemain matin. Mais, euh, mais du coup, il y a vraiment cette douceur en fait, d'être à la maison, dans son cocon. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de tests en fait, de tout. Je me souviens même que la première grossesse, la sage-femme, elle m'avait pris ma tension après. Et là, je lui dis, mais tu me prends pas ma tension? Elle m'a dit, mais là, t'es debout en train de marcher, de descendre l'escalier pour aller dans ton lit. Donc, à mon avis, j'ai pas besoin de te prendre la tension. On voit que t'es OK. Je dis, bah oui, c'est vrai. Mais voilà, tous ces petits gestes qu'il y a beaucoup moins, en fait. Et, euh, et après, voilà, on est directement dans son lit, dans sa chambre. Il n'y a aucune perturbation, en fait. C'est génial. Hmm. Et puis voilà, moi, par contre, comme je savais que je voulais des accouchements où j'allais être en ambulatoire, donc rentrer chez moi très vite, c'est vrai que pour les 2 fois dans la préparation, j'avais fait un mois en avance, plein de repas, que j'avais congé, j'avais fait des Hmm. journées avec mes copines, ma famille, où on cuisinait beaucoup. Donc je savais que j'avais des stocks en termes de logistique, c'était réglé. Je savais que j'allais pouvoir être paisible, en fait. Ok.
Trop bien. Ouais, le mois d'or hyper carré, quoi. Trop bien. Et du coup, est-ce qu'il y a eu bah, j'allais dire, en fait, dans ce deuxième postpartum, mais tu y es encore. 2 ans, il te reste encore un an à tirer, si on considère que le postpartum dure 3 ans. Comment ça se passe, la mise en route de l'allaitement? Pour le deuxième, est-ce que tu peux l'allaiter? Est-ce qu'il y a eu des challenges? Tu parlais de reflux tout à l'heure, j'imagine que c'en est un, mais comment ça s'est passé avec Morgane? Alors l'allaitement aussi, il s'est assez bien mis en place. Ça a été beaucoup plus facile le deuxième. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment cette mémoire du corps, mais peut-être trop parce que finalement, j'avais un sein qui faisait un réflexe d'éjection fort. Ouais, Et ok. je pense que son reflux est un peu aussi venu à cause de ça. Parce que Ouais. du coup, il avait de la peine. Enfin, des fois, il s'étouffait tellement ça venait fort. Eh oui. Hum, Eh oui. Mais, mais quand même assez paisible. Assez paisible. Après, de nouveau, c'est un deuxième. Donc, on a moins le temps de se laisser aller, de vivre au rythme du bébé. En fait, on vit au rythme du premier. Et le deuxième essaye de Ce cas, s'accommoder ouais. de ça. Ouais, c'est ça. Mais en termes de sommeil, ce qu'on avait décidé, c'était que le premier mois, en fait, on n'a pas dormi ensemble, mon mari et moi. C'est que moi, je suis partie à l'étage avec le bébé. Comme ça, je faisais vraiment tous les réveils de nuit. Moi, je l'avais mis au milieu du lit dans un grand lit. Et puis moi, j'allaitais tout le temps couchée à côté de lui. Je faisais que juste passer d'un côté et de l'autre Mhm. pendant la nuit. Mais que du coup, mon mari, lui, s'occupait du premier. Parce que j'ai des bons dormeurs, mais c'est des réveils tôt, quoi. Donc, Ah oui. 6h, 6h10, c'est debout, quoi. Et c'est debout au Aïe, taquet. aïe. Donc, Ok. donc si c'est nuit avec 14 réveils d'un premier qu'il faut encore assumer le lendemain à 6h, c'était un peu compliqué. Donc, on a vraiment décidé, on a fait chambre à part, voilà. Comme ça, un dormait bien la nuit, mais se réveillait tôt. Et l'autre avait ses séquences. Je pense que ça nous a bien sauvés. Mhm. Mais ça a été une grosse discussion parce que pour mon mari, avant, c'était toujours il y aura jamais un enfant dans le lit, notre lit c'est notre lit, on dort ensemble. Il avait un peu tous ces principes en fait. Et, euh, Mhm. et du coup, là, voilà, on avait un peu discuté, de dire non, mais là, c'est juste de la survie. Enfin, c'est pas une histoire de principes. Les principes, on y verra après, quoi. Là, non, mais sérieux, enfin, faut juste Ouais, qu'on, c'est pas comme ça que ça marche. ouais, faut juste qu'on survive au manque de sommeil, en fait. Euh, Mhm, bien sûr. et autant Matt que Morgan, en fait, ils ont assez vite fait plus qu'un réveil par nuit. Donc, je dirais vers 3 mois, gentiment, ils faisaient plus. Mais par contre, ce réveil de nuit, il a duré jusqu'à 13 14 mois, les deux. Donc, il y a eu quand même longtemps, toujours quand même un réveil. Et comme j'allaitais, ça a toujours été moi d'astreinte la nuit. Ah, ok. Il y a toujours eu un peu ce truc que voilà alors le papa a beaucoup de qualités mais voilà le relais la nuit c'en était pas une, surtout que lui aussi en étant policier il avait ses horaires de nuit, enfin il avait donc le sommeil Ah était oui, aussi oui. très important pour lui pour pouvoir récupérer, donc c'est moi qui ai toujours été de piquer la nuit, donc voilà, heureusement que c'était que un réveil, mais quand ce réveil là passe et que tu retrouves des nuits complètes, t'es quand même heureux. Ah, mais c'est la fête, ouais, bien sûr, c'est le feu. C'est On, ça. on minimise trop l'importance du sommeil, clairement. Et est-ce que tu vis mieux ce deuxième congé mat? Je le vis mieux parce qu'il y a le premier et que de toute façon j'ai dû me mettre dans un mode de toute façon un peu plus maman Mhm. et que en fait j'ai l'impression que j'ai un peu basté sur cette question où je me dis de toute façon c'est comme ça, je peux voilà, je Hmm. je vais pas changer le système, ou en tout cas j'espère qu'il va changer. Mais tout de suite là non, alors bon ça va être comme ça. Et puis non non du coup ça va quand même mieux par rapport à tout ce truc ouais. Ok, d'accord. Et le reflux de Morgane, du coup, ça se traduit comment? Il est venu assez tôt. Assez tôt, je le voyais se cambrer en arrière, avoir vraiment des pleurs, des douleurs après l'allaitement.
Ce que j'avais jamais eu avec Matt, c'était vraiment un allaitement. Alors oui, il tirait beaucoup, des fois ça venait pas, mais c'était quand même assez Mm. paisible. Tandis que là, on voyait vraiment qu'après il avait mal, que c'était compliqué et tout ça. Donc bon, j'ai essayé plein de différents petits trucs pour essayer d'améliorer la position, d'exprimer un petit peu de lait avant qu'il commence pour pas que ça fasse vraiment le gros jet. Mais j'ai quand même dû aller jusqu'à lui donner des plantes de ma petite pharmacie de naturo. Mhm. Non, mais des plantes pour le soulager, enfin pour que ça soit un peu moins intense pour lui. Après, on a aussi fait beaucoup d'ostéopathie pour essayer de passer tout ça. Donc, mais après, voilà, tout passe. Mais finalement, c'est hyper frustrant en tant que parent parce qu'on veut les aider. Mais des fois, c'est vraiment juste le temps que tout se mette en place. Et que des fois, il n'y a pas forcément grand-chose à faire d'autre que d'essayer de les soulager et d'attendre avec eux. Donc Mm, bien sûr. c'était beaucoup de portage pour le réconforter. Voilà, Mm. Morgane avait plus... il a été moins autonome que Matt au niveau de l'endormissement et tout ça. Il avait beaucoup plus besoin d'aide. Mais c'est peut-être aussi parce que maintenant que j'y repense en te le disant, mais c'est peut-être qu'aussi pour lui, j'ai pas tout de suite compris c'était quoi son mode d'apaisement. Pour Matt, c'était Mm. vraiment tactile. Je le touchais, je le prenais, je le serrais contre moi, il s'apaisait direct. Et du coup, j'ai fait exactement la même chose pour Morgane. Et en fait, non, lui, c'était pas ça. Et j'ai compris que un peu plus tard que pour lui, il fallait lui parler. En fait, c'était la voix qui l'apaisait. Mm. Que tu lui parles, que tu lui chantes, peu importe. Mais c'était plus ça. Valait mieux être à côté de lui, à lui raconter quelque chose, qu'à essayer de le reprendre dans les bras. C'est Mm. marrant, hein, mais Mm. voilà, deux systèmes de fonctionnement différents. Mm. Deux langages de l'amour différents. C'est trop C'est drôle ça. à observer comme ça. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que c'était ça le plus gros enjeu, le plus gros challenge du postpartum de Morgane, ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Il y avait aussi, en fait, non, je me suis sentie beaucoup plus seule euh, Hmm. avec Morgane parce que il y avait, mon mari qui travaillait quand même, il a un 100%, donc il travaille pas mal, mais il a vraiment ses horaires, donc des fois il travaille de nuit, il travaille les week-ends, la même chose et tout ça. Donc il y avait beaucoup de fois où j'étais seule avec les deux. Et, euh, et je suis pas quelqu'un qui demande beaucoup d'aide. Donc quand on m'en propose pas, j'ai de la peine à demander. Et puis, comme t'en as un, on assume que tu sais déjà ce que c'est d'être maman. Donc je sais pas, il y a eu beaucoup moins d'aide qui a été proposée aussi. Et je me suis sentie un peu seule dans mon coin à essayer de gérer les deux enfants seule parce que mon mari était pas là, seule parce que mon entourage aussi avait leur propre famille, leurs propres histoires. Mais ouais, non, je pense qu'il y avait un peu plus de solitude mal vécue, mal gérée. Mais je trouve ça toujours hallucinant comment on peut se sentir seul pendant le postpartum. C'est Eh vraiment un oui. sentiment. Ouais. On est avec notre bébé, mais c'est comme si on est seul avec lui. Mais parce que c'est en fait un bébé, c'est pas un être humain. En fait, ça n'est pas un rapport égalitaire parce que sa survie dépend de nous, donc c'est une responsabilité énorme. Et surtout, ses besoins prennent, si c'est pas toute la place, en tout cas la plus grande place par rapport aux nôtres. Et du coup, un nouveau-né, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'amour, mais c'est une charge aussi. C'est une Ouais. charge, ça restreint notre liberté et tout ça. Et du coup, on a besoin de partager cette charge d'accompagnement, d'éducation, de soins, etc. Et du coup, non, c'est assez ironique de constater à quel point, enfin, les abîmes de solitude qu'on peut ressentir, et de constater que ça nous arrive quasiment à toutes, en Ouais. fait, en postpartum. Et ça reste quand même un problème à dépasser auquel il faut réfléchir collectivement, quoi, en société, parce qu'effectivement, on dit il faut un village pour élever un enfant. C'est vrai au deuxième, au troisième, au quatrième, et je dirais même plus a fortiori, parce que plus il y a Mhm. d'enfants, plus il y a de besoins écrasants, moins il y a de temps pour soi, donc plus il y a besoin de bras, quoi, littéralement. Il faut faire Ouais. deux adultes pour deux enfants, on est déjà en sous-nombre, je rappelle. Ouais. C'est au moins un adulte de plus. C'est clair. Non, c'est clair. donc, Et puis, ouais.
Ouais. Puis donc il y avait cette solitude et puis il y a eu aussi, donc comme pour moi, pour le premier, c'était hyper important que le papa crée ce lien rapidement pour qu'on ait ce 50-50, ce qu'on avait réussi à faire, parce que finalement, comme tu dis, on est en surnombre, donc c'est plus facile. Mais avec la deuxième, ça, c'est pas venu. Il y a eu ce truc automatique de je m'occupe du bébé, il s'occupe du grand. Et, Mm. euh, et même si j'étais avec mon grand, du coup, des fois, il me manquait enfin, voilà, parce que c'est différent. Et, euh, et, que, et, du- et voilà, je vois que le papa, il a mis beaucoup plus de temps à investir le lien avec le deuxième. J'ai dû beaucoup plus forcer que ça se fasse. Parce que justement, je voulais aussi pouvoir retrouver ce coup de liberté, en fait, de dire que voilà, tu pourras gérer les deux autant que moi je sais gérer les deux. C'est hyper important Mm. pour moi. Et j'avoue que je pense que maintenant que je suis revenue de mes 2 semaines au Costa Rica où je l'ai laissé seule gérer 2 semaines avec les deux enfants, maintenant on est au 50-50. Mais jusqu'à avant que Mm. je parte, il y avait toujours moi quand même qui avait un plus grand rôle, on va dire, dans cette charge que lui. Parce que voilà, parce que c'est un deuxième, parce que voilà, c'est beaucoup plus facile, tu es obligé de, comme tu dis, comme tu es en égalité, en fait, tu divises pour mieux régner. Mais au final, des fois, c'est au détriment du lien entre le papa et le deuxième, et le bébé. Ouais, mais quelle que soit l'organisation que tu choisis, en fait, quand c'est si clair, mais en même temps, tu as besoin d'avoir des catégories claires et lisibles pour que chacun sache quoi faire et en fait, et pas à réfléchir et à renégocier à chaque fois, c'est ok si je m'occupe de... Il faudrait, mais en pratique, on est tellement épuisé qu'on ne peut pas à chaque fois. Mais effectivement, le problème, c'est que bah, le lien de tous les membres de la famille les uns avec les autres, il est parfois un peu appauvri ou manquant et ça peut générer de la souffrance chez tout le monde, chez le grand qui voit Mhm. pas ou moins un de ses autres parents et ça c'est un vrai truc. Et à côté de ça, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, le fait de partir du principe que la maman gère, etc., je trouve ça trop, trop, trop bien que tu aies pu rééquilibrer d'une certaine manière la balance en disant bah, moi je pars 2 semaines et soyez contents les gars, c'est que 2 semaines et vous gérez et ça s'est bien passé, c'est trop bien. Mais il y a aussi quand même toute une charge invisible, mais bien là, tu vois, de s'il y avait des rendez-vous médicaux pour mettre des vaccins à jour, par exemple, tu vois, toute cette charge qu'on a tendance à porter parce que, bah, qui c'est qui les fait la plupart du temps, les rendez-vous? Qui c'est qui est là et les rendez-vous avec l'école et les machins? Enfin, ça disparaît pas. Il y a quand Ouais. même ces petites choses qu'on a tendance à pas mettre dans la balance, mais qui y sont quand même. Et c'est chouette. On n'a pas encore parlé de charge mentale beaucoup dans ce podcast, et je trouve ça super que cet échange puisse être le moment aussi d'en parler un peu. Que la division égalitaire des ressources et du travail dans la famille quand un enfant arrive, en fait, elle n'est pas tant que ça. Et Non. très souvent, ça se fait au détriment de la santé mentale du parent qui reste à la maison. Très souvent, c'est la maman. Mhm. Euh, il faut que Ouais, et ça que si change. tu... Il faut que ça change, mais si on veut que ça change, il faut vraiment que ça soit une discussion et que ça soit conscient Mm. chez les parents pour qu'ils puissent agir dessus. Parce que c'est vrai que sinon, voilà, notre mode de fonctionnement dans notre société actuelle fait juste que ça déroule comme ça, en fait. Ben oui, mais c'est le parent qui a porté et qui a en plus donc qui a assumé toute cette charge sur son corps, toute l'incertitude, parce qu'il faut, enfin ça aussi c'est un truc hein, de mettre sa santé, sa vie, même pour porter et donner naissance à un enfant. Souvent c'est le parent qui se retrouve cloué à la maison après, Mhm. pendant que le coparent, s'il y a un coparent, bah, doit porter la charge de faire revenir la thune à la maison pour faire vivre Mhm. tout le monde et c'est beaucoup de pression aussi et du coup tout le monde est en crise en fait c'est pas c'est une division mais c'est pas un partage Ouais. et ça c'est problématique. Voilà, c'était le coup de gueule politique de la journée. Prends ça, le patriarcat. Merci, bisous, merci. Euh, ok. Donc là, ton petit chat, quand même, le deuxième, il est pas si vieux que ça, il a 2 ans, donc on le sait qu'il y a des challenges à 2 ans. Comment ça se passe là, aujourd'hui? Oui, il est vraiment dans cette phase de je veux être grand alors que j'arrive pas à tout faire. Là, c'est vraiment je veux manger tout seul, je veux faire ça tout seul.
Donc quand j'ai le temps, ça va, je l'accompagne. Mais quand il n'y a pas le temps, c'est un peu genre, ah, ça c'est un peu... Et puis ça part dans ces stages, où ça part dans des crises. Mm. Mais j'ai de la chance qu'il parle déjà assez bien. Donc on arrive à casser quand même pas mal de crises parce qu'il arrive déjà un peu à s'exprimer. Euh, mais non, non, il est dans la bonne phase des 2 ans, tout ça. Après, il a une extrêmement bonne relation avec son frère, donc, Ah, donc génial. ça, ouais, ça facilite vraiment. En fait, nous, on a toujours fait des lits au sol, en fait, depuis... ils ont passé du cododo au lit au sol, et ils ont toujours eu une chambre, les deux. Mhm. Donc ça... En fait, là, on arrive gentiment au truc, bah, comme je disais, c'est des lève-tôt, mais on arrive à faire qu'ils... Comme ils sont dans leur chambre, qu'ils arrivent à jouer dans leur chambre une demi-heure, même des fois 3/4 d'heure, qui fait qu'on passe de 6h à 6h45. Donc pour moi, Oh, c'est la la fête. victoire! Donc pour ce genre de truc, je suis là, ah oui. Trop bien. Donc, mais non, non, en termes de comportement, il est... En fait, c'est chou à voir parce qu'il y a les traits de caractère qui commencent à apparaître, en fait. Et, Mm. euh, et lui, c'est un vrai petit... enfin, il aime faire la bagarre, enfin, il a un bon caractère, donc ça promet. Ouais, ça envisage. Là, ça va Euh, encore, mais dans quelques temps, ça va être quelque chose. ouais, on se retrouve précisément dans 13 ans pour ces 15 ans pour Ouais, parler de comment ça se passe à ce les moment-là. problèmes de fugue et de drogue, non. Ah là là. Ouais, non, tranquille. Franchement, si tous les enfants qui ont exprimé leur phase d'opposition finissaient en tôle parce qu'ils ont dit les du Oui. shit, ça se saurait quand même. Mais ok. Est-ce qu'il y a un message que tu sais quand tu te rappelles justement de ces moments de solitude extrême, ces moments de vécu d'injustice, ces moments où tu t'es senti sous l'eau, euh, est-ce qu'il y a un auto-message que tu voudrais te laisser de la toi de l'époque pour te taper un peu sur l'épaule en te disant Eh, ça va aller, t'inquiète. Je vais me dire un truc que quand on me le disait quand j'étais dedans, ça m'énervait, mais qui est tellement vrai, donc je suis obligée de me le redire, c'est tout passe, tout est période. Non mais c'est vrai, non mais ça m'énervait tellement quand on me le disait, j'étais là, oui mais je m'en Ouais. fous que ça passe, là maintenant je galère, tu vois. Mais, Mm. mais c'est vrai, c'est juste ça, c'est que c'est vrai. C'est que, bah, au final, ça va. Mais après, par rapport à ce côté un peu plus solo et bah, ce rôle, cette répartition de charge mentale qu'on exprimait, vraiment, je me laisserai vraiment ce message de dire, mais il faut vraiment le verbaliser, il faut vraiment en parler, Mm. et le parler avec son conjoint, pour, pour trouver des solutions. Faut pas assumer que c'est ok de Mm. se laisser enfermer dans un rôle si il te convient pas. S'il te convient, tant mieux pour toi et du coup profites-en. Mais si ça convient pas, ben non, il faut vraiment faire quelque chose pour en Mm. parler mais puis mettre des petites actions. Des fois c'est pas grand chose, mais c'est des petites choses au quotidien et ne pas se laisser tomber dans oui mais t'as qu'à juste me demander et je ferai parce que ça c'est pas on enlève zéro de la charge mentale. C'est vraiment de responsabiliser l'autre parent à dire j'ai pas besoin de te demander. Tu vois, tu fais. Enfin, c'est vraiment Bah oui. ça. Mais oui, parce que sinon ça veut dire que c'est moi le mastermind et en gros, voilà, c'est à moi de dicter tout et d'assumer Exact. la bonne marche de cette famille. Ça repose que sur moi en fait. Donc non, non, on ne délègue pas, on partage. C'est Encore une fois, ça. la Et, charge. c'est pour Et ça, quand ouais, je suis partie là les 2 semaines, j'ai plein de gens qui m'ont dit ah, mais t'as organisé comment les gardes? Est-ce que t'as fait des repas? Je dis mais jamais je vais faire ça. Enfin, déjà, très parce bien. que je sais pas comment lui, pendant 2 semaines, il a envie de s'organiser. Donc, je vais pas organiser moi les gardes pour lui, alors que peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est pas là, j'en sais rien. Puis les repas, quand même, il peut cuisiner, non? On est bien d'accord. Ah, trop bien, ça fait plaisir qu'on parle un peu aussi de vécu politique de la famille et du Ouais. postpartum en famille. Bah ouais, mais n'empêche que c'est important. Et ouais, c'est un super message de se dire tout passe, mais si t'as besoin d'aide, dis-le. Ouais. N'hésite pas à t'entourer, à venir dire à ton entourage ça va pas. Si l'entourage écoute pas, à des professionnels de la santé, de la périnatalité,
de la santé mentale, n'importe qui, quelqu'un vous écoutera, mais continuez à tambouriner aux portes si vous avez besoin d'aide, demandez-en, il y en a, il va y en avoir quelque part. Et oui, tout passera, mais vous n'êtes pas obligé d'y laisser des plumes, quoi, c'est ça. C'est ça, on n'est pas obligé de souffrir pendant que ça passe. Ouais, on n'est pas venu là pour souffrir, ok. Sachez-le. Ok, trop bien. C'était un super échange. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, voilà, un message, un truc qui vous est arrivé, un événement marquant, quoi que ce soit? Non, bah déjà, j'aimerais te remercier parce que je trouve que c'est top. Vraiment, ce podcast, il est top. Et de parler de tout ça et la manière dont tu le fais, je crois que je te l'avais déjà dit, mais tu as une bienveillance qui est quand même vraiment extrêmement là. Donc ça fait vraiment plaisir. Oh. On peut se retrouver dans toujours ce que tu dis. Donc merci pour ce soutien que tu apportes à nous, Merci. femmes. Oh, c'est adorable, c'est très encourageant et merci. Voilà. Maintenant, tout le monde sait que je ne sais pas recevoir un compliment, je ne sais pas où mettre. En tout cas, ça me touche beaucoup. Merci et merci à toi d'avoir délivré déjà ton histoire et que ça permette aussi qu'on en tire des conclusions collectives. C'est toujours hyper intéressant. Donc merci à toi surtout. Et bah écoute, on vous souhaite quoi tous les 4 pour la suite? De continuer à trouver notre rythme et notre équilibre. Parce que à chaque événement, à chaque phase de vie, cet équilibre, il est toujours remis en cause. Et donc, c'est un travail perpétuel de le garder. Donc, ça. Parce que si on arrive les 4 à être nous en tant qu'individus et à vivre ensemble au mieux, je pense que c'est tout réussi. C'est sûr. Eh bien voilà, on va vous souhaiter l'harmonie, l'équilibre et la joie toujours. On va continuer de se marrer, d'écouter de la musique et de faire nimp parce que moi je suis complètement d'accord avec ça. C'est le ciment de la famille. Rire ensemble, ça régule tout le monde, c'est la meilleure chose. Voilà. Donc ayez des modèles parentaux où vous avez de la joie. Ça rend les choses moins difficiles. Faites-moi confiance quand c'est possible. Et sinon, si c'est pas possible, ça veut dire que on demande de l'aide. On n'oublie pas. En tout cas, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Et puis, écoute, à une prochaine et sur le compte de Bébé et Confidence pour recevoir tous tes super conseils de naturopathie pour nous aider à améliorer les petits bobos de l'hiver, là, en l'occurrence, parce qu'on est en plein mois de décembre, c'est ça, en plein mois de décembre. Et pour le reste, et puis beaucoup de bonheur à tous les 4. Merci beaucoup. Salut Laure. Bonne journée. Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à le réaliser. Je vous remercie aussi pour votre soutien, toujours grandissant, vraiment. C'est une surprise et un émerveillement chaque semaine de voir que vous êtes toujours plus nombreux et nombreuses à m'écouter. Donc je vous remercie beaucoup. Si vous voulez participer, n'hésitez pas surtout à envoyer un petit message à l'adresse podcast.bebeetconfidence@gmail.com ou à nous joindre sur les réseaux. Voilà, sur Instagram, c'est Bébé et Confidence, sur Facebook aussi, et puis la petite dernière, on a la chaîne YouTube aussi, qui vient d'être lancée par Kelly, et sur laquelle vous allez pouvoir retrouver tout plein de tips et tout plein d'astuces. En tout cas, voilà, je vous remercie, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau hors-série.